Alors justement, est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager et plus particulièrement de découvrir la Russie? Eh bien, je vais être entièrement franche avec toi. Si j'ai choisi la Russie ce matin-là quand je me suis réveillée, c'est parce que j'étais devenue obsédée avec la vidéo What the Cut spécial Russie de Antoine Daniel. J'étais complètement retournée par ce peuple qui avait l'air tellement différent et tellement bizarre que je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Il faut que j'aille voir comment ça se passe, s'ils sont vraiment aussi tarés que ça. C'est en majorité grâce à cette vidéo, qui n'est pas du tout le but de base de la vidéo What the Cut, mais ne pas la citer serait un mensonge. Donc voilà, le What the Cut spécial Russie. Bon, on l'ajoutera dans la description pour que les gens aillent aillent voir ça. Mais c'est Il vrai faut qu'il voir y a ça. énormément de vidéos qui sont reprises de Russie, enfin qui viennent en tout cas de Russie où il se passe des choses vraiment, Oui. Et exceptionnelles. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Salut Flavie, comment tu vas ? salut, ben ça va et toi? Super, merci. Du coup, qui es-tu et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors moi je suis Flavie, je suis belge, j'ai 21 ans et j'ai fait un échange en Russie dans la ville de Nijni Novgorod quand j'avais 18 ans, après mes années de secondaire. Ok. Donc ça, c'était il y a à peu près 3 ans, c'est ça, avant le Covid, C'est avant... 3-4 ans. Ah bah en fait j'ai 22 ans. Ok. Oui, c'était déjà il y a 4 ans en fait. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur ce que tu fais dans ta vie? Et si tu as des projets à côté, tout ça? Alors oui, pour l'instant je suis en master 1 en histoire de l'art et archéologie, donc voilà, j'étudie l'art. Et sinon, non, j'ai pas vraiment de projet d'avenir. Je suis un peu perdue. Ok. Du coup, toi, tu nous as contacté sur Twitter, un peu comme Lior il y a quelques semaines. Euh, je le répète, hein, n'hésitez pas à nous contacter sur tous les réseaux sociaux si vous souhaitez participer à ce podcast, il n'y a aucun souci. Surtout si vous avez une histoire à raconter sur l'Europe de l'Est. Alors toi, donc, de ton côté, tu vas nous raconter ton expérience en Russie. Est-ce que tu es originaire de ce pays? Alors, pas du tout. Moi, toute ma famille vient de ma région natale, c'est-à-dire le nord de la région d'Arlon en Belgique. Donc, Ok. vraiment, on n'a pas bougé et je n'ai aucune origine. Ok. Et est-ce que tu as un lien avec la Russie quelconque? Est-ce que tu es passionné par quelque chose en Russie ou... Ben, à part la culture russe, non, pas vraiment. J'ai aucun lien plus avancé que ça. Mais bon, après Mmh, ma passion pour, la Russie et les Slaves en général, ça prend une grosse partie de ma vie, donc c'est quand même pas mal. Ok, on en reviendra un peu plus tard. Oui. Pourquoi tu as choisi la Russie? Qu'est-ce que tu as fait justement en Russie? Pourquoi j'ai choisi la Russie? Alors, il faut savoir que depuis que je suis ado, j'ai toujours voulu faire un échange à l'étranger et comme tous les ados, je voulais un peu au début partir aux États-Unis, bien sûr. Et un jour, je me suis réveillée dans mon lit et j'ai fait: «Mais non, en fait, je veux pas partir aux États-Unis, moi je veux aller en Russie». Et ça m'est monté en tête comme ça. Et bien sûr, il y a des éléments qui ont fait que petit à petit, je me suis intéressée à la Russie, mais ça m'est un peu tombé dessus. Et voilà pourquoi la Russie. Au final, je pense que je voulais juste quelque chose qui change plus que les États-Unis. Et bah, comme je disais, à ce moment-là, il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui me ramenaient à la Russie. Et c'était quelque chose de vraiment différent et qui, comment dire, ça faisait un peu peur les gens. Ça faisait peur aux gens à l'époque. Et moi, j'avais envie d'aller en Russie pour montrer aux gens que bah, c'était faisable et que la Russie, c'était pas non plus horrible, quoi, et que c'était pas inhumain. Et donc, c'était un peu un challenge pour moi
et pour, je dirais, mon entourage aussi qui était très, très réticent à cette idée. Et j'avais envie de leur montrer de ce que j'étais capable et tout ça, de faire et tout ça. OK. Tu voulais un peu casser les clichés justement sur ces pays, comme on fait un peu, Voilà, de tout notre côté aussi. exactement. Top. Et du coup, pourquoi avoir choisi, Nijni Novgorod, alors qu'il y avait Moscou, Saint-Pétersbourg ou d'autres villes un peu plus connues? Eh bien, en fait, j'ai pas choisi. OK. Voilà, avec l'association avec laquelle je suis partie, bah, déjà, c'était la seule qui proposait la Russie, donc déjà, j'étais très chanceuse. Mais cette association-là, elle refuse de mettre des étudiants à Moscou et à Saint-Pétersbourg parce qu'elle trouve que c'est pas vraiment l'expérience euh, de la vraie virus. Parce que, en fait, avec cette association-là, on va dans des familles d'accueil, on va dans des écoles secondaires, etc. Donc, on, comment dire, on doit vraiment se plier à la vie des hôtes et de l'école, etc. Donc, selon eux, c'était mieux d'aller dans d'autres villes. Et j'avais quand même précisé que j'avais envie d'aller à la ville de Novgorod. Donc, ce n'est pas Nijni Novgorod, mais je sais pas si l'information s'est perdue ou qu'est-ce qui s'est passé. Mais au final, ils m'ont envoyé à Nijni Novgorod et j'étais très très contente parce que j'avais quand même envie d'aller dans une grande ville. Parce que comme je disais, moi, je viens quand même d'un coin un peu perdu en Belgique et j'ai jamais habité à la ville. Je viens vraiment d'un petit village. Et là, j'arrivais je crois que Nijni, c'est dans le top 5 des plus grandes villes de Russie. Donc, c'était vraiment un changement du tout au tout et c'est vraiment ce que j'avais envie. Donc, très, très contente d'avoir été à Nijni. OK. Est-ce que tu peux situer un peu la ville du coup de Nijni Novgorod pour nos auditeurs Alors, et auditrices? Nijni, donc, c'est une grande ville qui est environ sur le même parallèle que Moscou. Je crois que ça va à 600 km de là, sur la droite. OK. Voilà, OK, OK. c'est pas très loin au final. OK. J'avais une autre question du coup. Comment ça s'est passé exactement? Comment tu as fait les démarches, du coup depuis la Belgique? Tu étais étudiante à l'université, tu as contacté une asso, c'est ça que tu nous disais un peu? Alors moi, j'étais pas encore étudiante à l'université. En fait, je l'ai fait l'année juste avant que je rentre à l'université. Donc j'ai dû OK. faire ça au moins 1 an en avance. Donc j'étais encore en 5e secondaire. Donc je crois que c'est la seconde en France. Mmh. Et alors j'ai fait plein de démarches. J'ai cherché sur différentes associations en fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'associations qui font ça. Et comme je le disais, il y en avait qu'une seule qui proposait vraiment de partir en Russie dans une famille d'accueil. Et donc quand je les ai trouvées, je les ai agrippées. Et en fait, j'avais un problème parce que moi, je voulais partir après mes secondaires, mais normalement, ça se fait pendant le cycle d'études. Mmh. Justement, pour la Russie, il y avait des obligations. Ils ne voulaient pas d'étudiants majeurs. Sauf que moi, quand j'allais arriver, j'avais 17 ans et 11 mois. OK. Donc, j'avais quelques problèmes et j'avais pas remarqué ça avant vraiment de faire toutes les démarches. Et donc, j'ai vite contacté l'association en toute panique en leur disant écoutez, ça fait 2 ans que je prends des cours de russe pour faire ça et maintenant j'apprends que je suis trop vieille pour le faire. Est-ce que par hasard on pourrait avoir une petite dérogation? Et ils m'ont répondu très gentiment en disant bah non, vous inquiétez pas, on va contacter la Russie. Normalement ça ira, mais il y aura quelques règles. Et en gros, les règles, c'était de promettre que j'allais bien aller en cours, même si j'étais avec des gens plus jeunes que moi, et que j'allais bien respecter les règles. Et du coup, moi, je suis là, bien sûr, j'ai validé. Et voilà. Et pour le reste, pour ce qui est vraiment plus administratif, j'ai rempli une espèce de dossier que l'association m'a donné. Et eux se sont chargés de la majorité des choses. C'est juste que pour le visa, j'ai dû faire appel moi-même à une traductrice pour vraiment avoir, comment dire, mes documents parfaitement traduits et parfaits au niveau juridique, afin d'avoir vraiment le visa qui convenait, parce que ça, l'association ne pouvait pas s'en charger. Et sinon, c'est vraiment l'association qui a tout fait à ce niveau-là. Il s'est chargé de OK. tout. OK, OK. Et donc j'apprends quelque chose, tu apprenais déjà le russe, avant? Alors, ça, c'est une énorme histoire. Oui, j'apprenais déjà le russe avant parce que mon père refusait que je parte à l'étranger sans parler au moins un minimum la langue. OK. Je comprends. Et le fait est que dans ma région, il n'y avait pas de cours de russe donnés en français. Et en fait, j'habite tout près de la région germanophone de la Belgique, et les seuls cours de russe qu'il y avait, c'était dans cette région-là. Et donc, c'était des cours de russe donnés en allemand. Et
bon, bah, j'ai étudié l'allemand en secondaire, mais ce n'est pas du tout une langue que je parle au quotidien. Mais pendant 2 ans, eh bien, j'ai suivi des cours en allemand de russe. Et c'était très drôle parce que quand je suis arrivée en Russie au début, dans ma tête, quand j'avais des mots en russe, je les traduisais d'abord en allemand et puis en français. Et du coup, c'était une drôle d'expérience. Mais oui, du coup, je parlais un peu russe avant. Ok. Et dernière chose, avant de passer à un autre sujet. Donc en Belgique, c'est possible. Là, tu dis que tu étais au niveau lycée pour ce qui est enfin pour si ça serait en France. Donc Oui, c'est possible de prendre 1 an ou 6 mois et de partir comme ça à l'étranger, faire une sorte de voyage. tout à fait, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, souvent en France, ça se fait d'ailleurs pendant les années scolaires. Mm. Je pense qu'il faut avoir minimum 14 ou 15 ans, jusqu'à 18 ans. Et en Belgique, en fait, on fait souvent ça euh, après la scolarité, donc quand on est diplômé, qu'on a 18 ans. Mais partout dans le reste du monde, on fait ça pendant les études, en fait. Et oui, Ouais. oui, c'est très commun et ça se fait de plus en plus. Ok. Oui, en France, ça serait plutôt pendant l'université. Je sais plus, il y a un mot pour ça, une année de Erasmus. césure, je crois. Ah, Alors, bah, soit ça, ouais, soit ouais, faire directement un échange Erasmus avec les universités. Ou oui. sinon, prendre une année de césure et partir faire des projets où on le souhaite. Bon, bah super. Du coup, quelle est la chose qui t'a le plus marqué en Russie et à Nijni Novgorod? Eh bien, la chose qui m'a le plus marqué en Russie, c'est pourquoi j'étais venue en Russie, c'est vraiment l'écart qu'il y a entre l'image qu'on a des Russes et ce qu'ils sont en réalité. Euh, Bon, après, moi, avec mon entourage, par exemple, mon père, il pensait que la Russie n'avait pas de route. Ma mère, elle pensait qu'on allait me faire manger des rats, qu'on allait m'enfermer dans une cave. Vraiment, la vision horrifique. Et évidemment, rien de ça n'était vrai. Et, je trouvais que c'était vraiment un énorme mensonge, tout ce qu'on disait sur les Russes, qu'ils étaient froids, qu'ils étaient mal polis. Et au final, j'ai rencontré vraiment des gens, mais d'une chaleur humaine. Et ils étaient très curieux, très ouverts. Et je trouvais que par rapport à la Belgique, ils étaient vraiment différents entre eux. Ils avaient vraiment des convictions autant politiques que sociales ou religieuses extrêmement différentes, mais ils arrivaient quand même à tous vivre ensemble sans se taper dessus au quotidien. Et je trouvais ça assez étonnant parce que j'avais pas cette image-là. Et j'ai l'impression qu'en Belgique, en tout cas, on ne vit pas du tout de la même manière. Et du coup, c'est ce qui m'a marqué le plus, Mhm. personnellement. J'ai l'impression qu'il y a plus de solidarité à l'Est qu'à l'Ouest. Enfin, moi, Ah, c'est ce qui me marque beaucoup. ouais, bah, je crois que c'est un fait, en fait. Déjà Mm. par leur histoire et juste par la culture, je pense que c'est un fait. Ouais, ouais. Ça a été quoi tes 3 coups de cœur en Russie? Hum, Moi, je vais quand même plutôt parler du coup de mes 3 coups de cœur dans ma ville. Ouais. Bah, au début, je dirais quand même hum, la vue en hiver quand on a la Volga qui est complètement gelée, enneigée, et que le soir on peut voir l'autre côté de la ville parce que Nijni Novgorod est séparé en deux, t'as la haute ville et la basse ville. Et moi j'habitais sur la basse ville et on avait vu sur la haute ville. Et tout était enluminé, il y avait des lampadaires, on voyait les quais, on voyait le Kremlin de la ville. C'est vraiment tout illuminé, c'était magnifique. Et je crois qu'en général, une chose qui m'a beaucoup marqué de Nijni, c'est vraiment les éclairages, la nuit. Euh, il y avait aussi beaucoup de panneaux publicitaires. Quand je suis arrivée à Nijni, je me suis dit, on dirait Las Vegas. Parce que vraiment, tout était éclairé, plein de publicités. Et quand on traverse la ville de part en part la nuit, on voit vraiment que ça. Et je trouvais ça vraiment dépaysant, en tout cas pour moi. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ensuite, ben, j'en ai déjà parlé, mais le Kremlin, la rue Pakrovskaya, et en gros, le vieux Nijni Novgorod qui est conservé un peu dans son jus. Et bon, il y a quand même des bâtiments un peu à la limite de l'abandon, mais vraiment, tout ce qui est touristique à Nijni Novgorod est ancien. En fait, la ville vient de fêter ses 800 ans. Et c'est vraiment féerique, en fait, comme atmosphère. Et les habitants de Nijni en sont très, très fiers. Et en gros, toutes les sorties se font dans ce coin-là, alors que tout le monde habite ailleurs. Et on se rejoint tous là. Et c'est un lieu bah, de rencontre, du coup, mais aussi de festivités. Il y avait aussi beaucoup de
de tourisme parce qu'ils ont accueilli la Coupe du monde de football, je crois en 2018 Mhm. et ça 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 cela a énormément, favorisé, comment dire? Des points touristiques, dans Nijni Novgorod pour, justement accueillir tous ces supporters de foot et venir juste après ça, c'était vraiment, parfait parce qu'il y avait beaucoup moins de monde et pourtant toutes les choses mises en place étaient toujours là, donc c'était incroyable, vraiment. Je recommande la rue Pakrovskaya si vous allez à Nijni Novgorod. De toute façon, vous ne pouvez pas passer à côté. Et ensuite, je dirais, mes coups de cœur à Nijni Novgorod, c'est vraiment le fait qu'il y a des énormes parcs, vraiment, dans toute la ville, dans tous les coins, autant dans les beaux coins, dans les beaux quartiers, que dans les quartiers plus résidentiels, dans les quartiers un peu plus pauvres, entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas vraiment une énorme non plus différence de classe. Mais tout le monde a le droit à avoir des beaux quartiers, des beaux parcs. Et c'est quelque chose qui m'a marqué parce que je m'attendais pas à avoir autant de verdure dans une ville qui a un passé autant industriel. Et vraiment, c'est un grand plus. Ils sont très, très bien aménagés et très, très beaux, vraiment. Donc voilà. Ok, trop bien. Du coup, tu parlais du Kremlin de Nijni Novgorod. C'est pas le même que celui de Moscou, hein, dont on Non, parle effectivement. assez Non, parce régulièrement. que, en fait, un Kremlin en russe, enfin, Kreml, c'est une forteresse. Et donc, beaucoup de vieilles villes ont un Kremlin. Et je crois, si je me trompe pas, que le Kremlin de Nijni Novgorod est d'ailleurs plus ancien que celui de Moscou. Et il est beaucoup plus petit, il n'a aucun rapport stylistique, mais il est quand même vraiment charmant. Très bien. Est-ce que tu as pu voyager ailleurs en Russie aussi? Alors, moi, il faut savoir que j'avais un visa étudiant qui, comment dire, m'attachait à l'oblast de Nijni Novgorod. Donc, je pouvais pas vraiment beaucoup voyager sans les permissions. Je pouvais aller, par exemple, dans la ville de Arzamas, qui est très connue, qui est à 2 heures de Nijni, mais qui reste dans l'oblast. Donc là, je pouvais y aller sans trop de problèmes, mais sinon, je pouvais pas vraiment bouger. Donc, ce qu'on faisait, c'est que notre association avec laquelle on est parti, elle a organisé 3 voyages où c'est elle-même qui a demandé aux autorités, comment dire, les autorisations pour bouger d'oblast. Et du coup, j'ai été à Moscou, à Kazan et à Saint-Pétersbourg. Ok, trop Voilà. bien. Et t'as bien aimé ces villes? Ah, c'était incroyable. Je suis très, Ouais. très contente d'y avoir été, surtout à Saint-Pétersbourg où j'ai été pendant les Belle Noche. Ça, c'était incroyable, une vraie expérience. Et la ville de Kazan, qui est vraiment pas très connue chez nous, mais qui en Russie est vraiment très, très connue. Et en fait, c'est une ville qui est à majorité musulmane. Et Mhm. donc, l'architecture va avec. Ils ont une très, très belle mosquée. Et vraiment, ça changeait un peu. Et je suis très contente d'avoir visité cette ville également. Et bien sûr, Moscou aussi, parce que c'est un incontournable. Mais je pense que c'est la ville qui m'a le moins marqué quand même. Ok. Alors, est-ce que tu avais une routine particulière sur place? Alors, oui et non, parce que moi, j'y allais quand même dans un cadre scolaire. Donc, ma routine, c'était me lever, prendre le tram, aller à l'école. Mais du coup, ça faisait qu'aussi je mangeais à midi avec mes camarades de classe. Et à chaque fois, ils m'offraient des petits pirochki à la purée ou au chou. Et du coup, c'était vraiment, j'ai ça en tête comme un petit cadeau de tous les jours qui me faisait vraiment très très plaisir. Et quand je rentrais chez moi, j'avais droit encore à une soupe de la part de ma famille d'accueil et on buvait du thé à tous les repas. Et je pense que vraiment, je n'ai jamais bu autant de thé de toute ma vie. Mais j'adorais ça. Et maintenant, je bois moins de thé, mais je pense que c'est un aspect qui me manque énormément. Et le week-end, traditionnellement, on allait dans la datcha de ma babouchka. Et là-bas, on prenait banya, donc le sauna russe. Et c'était une vraie expérience parce que c'était femmes et hommes séparés, mais on était entièrement nus parce que ma famille d'accueil voulait le faire de manière traditionnelle. Et parfois, ma famille d'accueil recevait d'autres étudiants d'échange parce qu'on était les seuls à avoir un banya. Et l'association voulait vraiment que
tout le monde puisse profiter d'un banya. Et du coup, les autres étudiants d'échange devaient aussi se mettre nus et tout le monde était mal à l'aise de se voir tous nus. Et c'est vraiment une expérience qui me fait énormément rire parce qu'après, on allait se jeter dans la neige. Puis on revenait, on mangeait de la confiture à la cuillère, on buvait du thé, évidemment. Et je crois que ça nous a tous marqués de manière ou d'une autre parce que c'est vraiment très, très drôle. Et c'est vraiment une habitude que j'aimais bien parce que en soi j'aimais pas trop aller le week-end dans la dacha, mais le banya j'aimais bien ça. Et le lendemain ma famille d'accueil partait à l'église parce que ils étaient extrêmement croyants et parfois je les accompagnais, parfois pas. Et du coup c'était vraiment un dimanche très calme, très posé avant de recommencer la semaine. Et voilà, c'était des petites habitudes que j'aimais bien. Ok. C'était quoi les horaires du coup à l'école en Russie? Je crois que je commençais à 7h30 du matin ou 8h et je terminais vers 13h. Et j'avais 2 ou 3 fois par semaine des cours d'art. Et là, je pouvais quitter l'école encore plus tôt. Donc, je quittais vers midi, je pense. Et ça, c'était vraiment très bien d'ailleurs. Les C'est un cours peu, d'art, ouais. c'est un peu comme en Allemagne du coup au niveau des horaires, même si je crois qu'ils reviennent un peu là-dessus. Oui, je crois bien que c'est comme ça, c'est juste une demi-journée. Ok. Et du coup l'après-midi, tu trouvais des activités aussi à faire? Donc oui, donc j'avais déjà les cours d'art que j'avais pas du tout en Belgique et ma mère d'accueil m'a un peu forcé à les prendre, mais au final je regrette pas du tout parce que c'est vraiment d'une qualité incroyable. Et sinon, je sortais souvent en ville avec mes amis russes ou mes amis d'échange d'ailleurs. Et là j'allais souvent manger un bout ou boire un verre ou faire ce que les Russes appellent gouliat, c'est-à-dire se promener. Et on faisait que se promener tout l'après-midi en discutant. Et c'était déjà très bien. Ok. Et au niveau des cours, c'était compliqué ou t'arrivais à comprendre sans problème? Sincèrement, c'était compliqué. Et j'avoue tout, moi j'étais déjà diplômée et je me suis dit, bon, je lâche un peu les rames. J'étais là et pas là en même temps, j'écoutais un peu. Je sais que, par exemple, en cours de littérature, ils lisaient Guerre et paix. Et parfois, je me réveillais un peu parce qu'ils lisaient des extraits et il y a beaucoup de français dans Guerre et paix. Et j'entendais du français sorti de je ne sais où et je me réveillais un peu. Puis après, ils continuaient à lire le livre et je me rendormais, mais sinon, je suivais pas vraiment les cours. En plus, ils m'avaient mis dans une école spécialisée dans les mathématiques et les sciences, alors que moi, j'avais fait 2 heures de maths les 2 dernières années seulement. Et j'étais spécialisée dans les langues, donc vraiment rien à voir. Mais bon, je faisais acte de présence et j'allais en cours parce que vraiment mes camarades de classe, je les aimais énormément. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Notamment, j'ai dû participer au bal de fin d'année avec une petite valse obligatoire. Donc, c'était vraiment très, très cool. Et donc, voilà, je regrette pas, même si je suivais pas les cours, voilà, j'y allais quand même. Oui, ça comptait pas pour ton diplôme à la fin ou quoi que ce soit. Non, pas pour moi parce que j'étais déjà diplômée, mais si on part pendant la scolarité, par contre, ça compte vraiment pour les Ok, points pour réussir son année. ok, ok. Alors, est-ce que tu as un lieu de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller? J'avais un lieu de sortie, mais j'ai appris récemment qu'il avait fermé, malheureusement. Donc, à la place, je vais vous parler d'un musée. Très bien. Et simplement, il s'agit du musée de l'Arsenal du Kremlin. Donc, il est dans le Kremlin. Et en fait, c'est un musée d'art contemporain européen. Et il a une collection qui change assez vite. Moi, je pense que j'ai été 2 ou 3 fois sur les 10 mois où j'étais là-bas. Et vraiment, j'étais très étonnée de la disposition qui était vraiment très avant-gardiste. Il y avait beaucoup de travail sur les affiches, etc. Donc, bon, moi, je suis étudiante en histoire de l'art, forcément, ça m'intéresse. Et je trouvais que c'était très, très intéressant à ce niveau-là. Et surtout, c'était gratuit, je pense, le mercredi. Donc, vraiment, un endroit où aller. Et voilà, je recommande. Un incontournable. Très bien. Donc ça, c'était à Moscou ou à Nojni? Un Nijni. À Nijni, pardon, Oui, Nijni oui. Novgorod, ouais. Ok, très bien. On va parler gastronomie locale maintenant. Est-ce que D'accord. tu as un plat typique du pays à nous conseiller? Alors, j'en ai plusieurs. Déjà, on commence par le bortsch, l'incontournable soupe aux betteraves et aux choux.
qui pour moi est vraiment la meilleure. Et je trouve que le borscht russe, c'est le meilleur. Donc, n'en déplaise aux Polonais, il manque du chou dans votre borscht, voilà. Ensuite, moi, j'aimais bien la kasha mannaia, qui est différente de la kretschka, qui est, elle, au sarrasin. Et que les Russes adorent, ils adorent le sarrasin, mais moi, c'est pas du tout dans ma culture et je déteste ça. Donc, si vous voulez tester une kasha, essayez la mannaia. Je crois que c'est de la semoule de blé, quelque chose comme ça. C'est vraiment très très bon. Et pour finir avec un dessert, les serniki. C'est des espèces de petites crêpes, j'ai envie de dire, des petits pancakes au fromage tvarog qu'on mange avec soit de la confiture ou du lait concentré sucré. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc voilà, mes recommandations. Eh bien, on note tout ça pour la prochaine fois qu'on pourra aller en Russie et découvrir ces plats. Comment on peut rencontrer des locaux sur place? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Alors, moi, forcément, comme j'avais déjà une famille d'accueil et que j'étais à l'école, j'ai pas eu trop de mal à rencontrer des jeunes, des locaux, je veux dire. Mais j'ai effectivement une rencontre qui m'a marquée parce qu'un jour, je suis rentrée de l'école et ma mère d'accueil me dit « Une amie à ta sœur d'accueil veut te rencontrer. Tu as rendez-vous avec elle et ses amis à 18h à cette station de métro où tu n'as jamais été. » Donc, je me dis « Ok, c'est bizarre, mais bon. » Et donc, toute une affaire, parce que comme je viens de le dire, je n'avais jamais été à cet endroit-là, je ne connaissais pas la fille, je ne savais pas à quoi elle ressemblait, ni à quoi ses amis ressemblaient. Et je décide de prendre avec moi un autre étudiant d'échange qui habitait à côté de chez moi, pour qu'au moins on soit deux. Et déjà, on se perd et tout ça. Puis quelqu'un me téléphone, un numéro inconnu, j'entends un garçon qui me parle dans un anglais approximatif en me disant « Salut, on est les potes de machin, vous êtes où ?» Nous, aucune idée de où on est, je ne sais pas, qui êtes-vous? On est perdu. Bref, après genre 1 heure de retard, on arrive finalement à l'endroit de rendez-vous et il s'avère que la fille ne parle pas un mot d'anglais. Et moi, ça fait 1 mois que je suis en Russie, donc mon russe est approximatif au maximum. Et en fait, elle a ramené au moins, je crois, 5 garçons avec elle pour traduire ce qu'elle voudrait me dire en anglais. Et en fait, cette rencontre qui n'a aucun sens, on est dans un castorama, déjà, rien ne va. Et en fait, ça tourne en discussion entre moi et les garçons qui me parlent anglais, parce que la fille, elle sait pas trop quoi me dire, on se connaît pas, elle parle que russe, moi, je parle en anglais, les garçons parlent bien en anglais, il y a un courant qui se passe, et au fil de la soirée, en fait, je me rapproche beaucoup plus des garçons, surtout de 3 d'entre eux, que de la fille qui reste un peu sur le côté, et en fait, la soirée dure énormément de temps, il y a des gens qui voient qu'on parle en anglais, qui viennent à notre rencontre en disant « Oh, vous venez d'où? Pourquoi vous parlez en anglais ?» Moi, je pensais que c'était des amis à la fille, absolument pas, c'était vraiment des inconnus qui se sont juste ramenés parce qu'on parlait en anglais. Et le temps passe, je me rends pas compte du temps qui passe, et il faut que je rentre chez moi, mais je ne sais pas du tout comment on fait pour rentrer chez moi. Donc, les garçons russes, très gentlemen, comme tout le monde le connaît, décident de me raccompagner chez moi, mais eux ne savent pas où j'habite. Et donc, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais en fait, on arrive à plus ou moins dans mon quartier, mais pas du tout de bon côté. Et moi, je ne reconnais pas du tout l'endroit où je suis. Et eux me disent « Bah si, c'est ici !» Et on était tous perdus. Au final, j'ai perdu la moitié de la population de Nijni. Et j'ai dû appeler ma mère d'accueil très fâchée parce que je lui passe des garçons qui parlent anglais et elle s'attendait à ce que ce soit la fille qui parle russe qui décroche. Et c'est un emmanchement terrible parce que je suis en retard, donc finalement j'arrive à rentrer chez moi mais vraiment en retard et rien n'a été comme prévu. Et au final, les 3 garçons que j'aurais rencontrés ce jour-là deviendront vraiment mes amis de toute l'année. Et la fille me haïra, elle m'a envoyé des messages de haine parce que soi-disant je lui avais volé ses amis. Donc voilà,
vraiment une histoire à dormir debout et c'est une rencontre qui, au final, m'a marquée. Bah, c'est une belle histoire. Ben voilà, oui. Du coup, tu parlais en russe ou en anglais avec ta famille d'accueil? Alors moi, ma famille d'accueil parlait que russe, excepté ma mère d'accueil qui parlait français et allemand. Donc en gros, au début, je parlais uniquement français avec ma mère d'accueil et un petit peu russe avec le reste de la famille, mais je me suis vraiment beaucoup plus rapprochée de ma mère d'accueil vu qu'elle parlait français. Et ça m'a un peu mis du plomb dans l'aile, j'ai envie de dire, parce que au fil de l'année, je faisais plus trop d'efforts. Je parlais français avec ma mère d'accueil, elle traduisait. Et à l'école, je parlais anglais avec mes camarades de classe. Et avec mes amis en dehors de l'école, on parlait anglais. Donc au final, j'étais venue comme une des seules qui parlait russe, une des seules étudiantes qui parlait russe en Russie. Et en fait, je suis repartie de là en étant une des étudiantes qui avait appris le moins le russe parce que avec ma famille d'accueil, ben voilà, je parlais français quasiment tout le temps. Il y avait que avec ma babouchka où je pouvais parler que russe, donc voilà. OK. Est-ce que tu as encore des contacts sur place avec les Russes que tu as rencontrés? Oui, avec quelques-uns. Parfois, j'ai quand même ma famille d'accueil, j'arrive à les contacter, mais de temps en temps, parce qu'ils sont pas trop sur le téléphone ou sur les réseaux. Mais j'ai quand même encore des contacts avec des Russes sur Instagram quand ils utilisent VPN ou sur VK. Où j'ai peut-être contact encore, je dirais, avec une dizaine de Russes. OK. Ils te parlent de ce qui se passe, depuis février? Oui et non. D'un côté, au début, on en parlait beaucoup, bien sûr, et d'ailleurs, j'ai eu comme je disais, des gens qui pensent tout et leur contraire. J'avais des gens qui étaient pro la guerre et des gens contre. Et on parlait de ça parce que moi, ben, forcément, j'étais un peu perdue, j'avais peur et tout ça. Et au final, maintenant, on parle plus trop de ça. Même si, ben, quand il y a des grands événements qui se passent, on en reparle. Mais sinon, c'est plus, on parle du quotidien parce que, ben, au final, chez eux, c'est quand même le quotidien. Il est en dehors de la guerre, donc Mmh. voilà, on n'en parle plus trop. OK. C'est vrai que c'est compliqué, pour les Russes qui ont pas forcément de médias indépendants, donc qui sont pas forcément au courant de tout ce qui peut se passer. Comment tu t'informais justement quand tu étais là-bas? C'était sur les réseaux sociaux? Bah, c'était sur les réseaux sociaux, j'avais toujours les réseaux belges, par exemple les journaux et tout ça. Et c'est très drôle parce que un jour, euh, ma mère d'accueil me dit Oh, t'as vu ce que l'Ukraine a fait ils sont venus illégalement sur les eaux russes, etc. Et moi, j'avais aucune idée. Je fais Ah bon, d'accord. Et moi, je vais le soir même sur les journaux belges et les journaux belges titraient des bateaux russes sont entrés illégalement dans les eaux ukrainiennes. Donc vraiment Mmh. tout et son inverse. Et en plus, comme moi, ma famille d'accueil était ultra pro-Poutine. Et du coup, vraiment tout ce que Poutine disait, c'était vraiment parole de Bible, en fait. C'était vérité. Et moi, j'avais aussi ce qu'on me disait en Belgique. Et du coup, j'étais là, quelle est la proportion de vrai et quelle est la proportion de faux? Et on me l'a encore reproché justement ici avec la guerre et tout ça, des Russes, des gens qui étaient dans ma classe en Russie sont venus me dire en mode tu es sous la propagande occidentale, tu ne sais pas ce qui est vrai du faux. Et moi j'étais en mode peut-être oui, mais toi aussi, genre vraiment tout le monde est sous propagande ici, donc on ne sait pas trop. C'était un peu Ouais, compliqué. on en vient même à se poser des questions sur, quelle est la vraie réalité, Ouais ouais. ouais, parce que je crois vraiment que ça. Bon, je crois quand même que en Russie, il y a plus de propagande vraiment Oui, lourde, mais chez nous, je pense qu'il y en a un petit peu quand même aussi, hein. bien sûr. Alors quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Russie? Bah, premièrement, de ne pas y aller maintenant, ça me paraît plutôt évident. Sinon, très simplement, de bien faire attention à bien remplir ses papiers et de bien respecter toutes les conditions pour le visa, parce que personne n'a envie d'avoir des problèmes avec l'administration en Russie. Ensuite, conseil de survie, avoir une veste qui descend en dessous des fesses. Je vous jure que ça sauve la vie si vous partez en automne ou en hiver, même au printemps. Toujours avoir un bonnet, des gants, une écharpe. Et je crois que c'est tout. OK, on note. Alors comment tu prépares tes voyages de ton côté? Ben, aussi, comme je disais, moi, j'ai pas trop dû préparer mes voyages, étant donné que c'est plutôt l'association qui le faisait. Mais sinon, quand je pars en Europe de l'Est,
parce que je pars quand même... Enfin, non, c'est plutôt en Europe centrale. Je pars souvent en Pologne. Là, c'est plutôt mon copain polonais qui s'arrange pour nous deux parce que je trouve que euh, le site web des, des trains polonais est très très mal foutu. Quand on veut le site en anglais, ça reste du polonais. Donc, je donne tout ça à mon copain qui se charge de faire toutes les trajets et tout ça parce qu'on voyage beaucoup en train entre les villes. Ou sinon, ça m'est arrivé par 2 fois de prendre l'avion. Une fois, j'ai atterri à Varsovie et une fois à Cracovie. Mais sinon, oui, non, c'est pas trop moi qui m'occupe de mes voyages, honnêtement. En vrai, c'est quelque chose qui me stresse. Très bien. T'as déjà visité quoi comme ville ou comme pays en Europe centrale? Alors cet été, dans le cadre de mes études d'archéologie, j'ai dû aller travailler en Autriche. Donc d'abord, j'avais un mariage en Pologne, donc je suis partie en train de Belgique jusqu'à Poznan, que je connais très bien parce que j'ai déjà visité plusieurs fois. Après, je suis partie à Cracovie parce que c'est là qu'habite mon copain. Puis de Cracovie, j'ai tout traversé la République tchèque et je suis arrivée à Vienne. Et de Vienne, j'ai été dispatchée sur mon site de fouille. Donc voilà, c'est les pays que j'ai déjà vus en Europe centrale. Je pense qu'on peut compter l'Allemagne aussi dedans. J'ai vu Berlin. Par contre, du coup, en République tchèque, je me suis pas arrêtée, je l'ai juste traversée. Et l'Autriche, j'ai visité que Vienne. Et en Pologne, j'ai visité Poznan, Cracovie et Varsovie, je crois. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos quand tu voyages? Euh, Premièrement, une tenue d'extérieur et une tenue d'intérieur, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que la Russie m'a appris, c'est on ne reste pas dans ses habits de ville quand on est à l'intérieur. Et maintenant, je ne sais plus rester avec mes habits de ville quand je suis dans ma chambre, donc déjà ça. Ensuite, une tenue élégante, parce qu'il y a toujours un événement où tu dois t'habiller sur ton 31, et chez les Slaves, c'est tellement important que, voilà, il faut pas louper ça. Ensuite, je dirais, très important, le passeport avec le visa, parce que, enfin, en Russie, parce que sinon c'est juste sa carte d'identité, mais en fait, j'ai eu des problèmes avec mon visa, c'est pour ça que je suis un peu traumatisée. Et je dirais, sinon, un livre de littérature russe, parce que c'est toujours très important de se divertir, et avec les livres de littérature russe, on en a pour un long moment. Alors justement, est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager et plus particulièrement de découvrir la Russie? Eh bien, je vais être entièrement franche avec toi. Si j'ai choisi la Russie ce matin-là, quand je me suis réveillée, c'est parce que j'étais devenue obsédée avec la vidéo What the Cut spéciale Russie de Antoine Daniel. J'étais complètement retournée par ce peuple qui avait l'air tellement différent et tellement bizarre que je me suis dit, il faut que j'aille voir ça. Il faut que j'aille voir comment ça se passe, ils sont vraiment aussi tarés que ça. C'est en majorité grâce à cette vidéo, qui n'est pas du tout le but de base de la vidéo What the Cut, mais ne pas la citer serait un mensonge. Donc voilà, le What the Cut spécial Russie. Bon, on l'ajoutera dans la description pour que les gens aillent voir ça. Mais c'est Il vrai faut qu'il y voir a ça. énormément de vidéos qui sont reprises de Russie, enfin qui viennent en tout cas de Russie où il se passe des choses vraiment Oui. Et exceptionnelles. ce qui était drôle, que je m'y attendais pas du tout, c'est que des vidéos qui sont justement dans ce What the Cut sont en fait des grands classiques en Russie. Ouais. Et même les Russes trouvent ça incroyable. Donc Ah oui, ça rapproche les peuples, j'ai envie de dire. donc même en Russie, c'est tourné en dérision, on en parle et tout. Absolument, absolument. Vraiment, la- ils sont une caricature d'eux-mêmes, en fait. C'est très drôle. Parce que ouais, c'est toutes ces vidéos là, franchement, ça doit faire au moins 50% des vidéos de best-of ou de D'Internet. vidéos gags ou ce genre de choses. Ouais. Mm. Mais oui, mais ils sont extrêmes, ces gens-là. Ils sont incroyables. Ça m'étonne pas du tout. Alors si je te dis le mot AID, ça te fait penser à quoi? Eh bien, Heide, avant que je découvre le podcast, ça me faisait penser à Aria, parce que je ne connaissais pas du tout ce mot. Mais depuis que je connais le podcast et sa signification, eh bien, ça me fait penser simplement au mot
Davai, évidemment en russe, Mhm. ou en fait Poidium, qui veut dire on y va. Et je pense que c'est littéralement ce que ça signifie. Et du coup, moi, quand j'entends Haïdé, ben maintenant je pense au podcast. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors, petit instant promo, on n'a pas seulement le podcast. On a donc Oh. aussi le site internet où on peut trouver de l'actu au niveau musique et tout ce qui est culture, de ce qui se passe en Europe de l'Est. Et puis, on a des guides de voyage aussi de tous les pays d'Europe de l'Est sur le site. Et pour terminer, on a aussi des vidéos sur YouTube. Donc voilà, pour le petit instant promo. Donc tu fais partie des passionnés d'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue cette passion, même si on l'a découvert un peu au fil de notre discussion? Oui, mais en fait, pour l'Europe de l'Est, c'est un peu plus vaste. Évidemment, j'ai cette obsession pour la Russie, mais en fait, ça m'a pris déjà plus tôt, plus jeune. En fait, j'ai découvert surtout la Pologne via une bande dessinée qui s'appelle Marzi. Et en fait, c'est une bande dessinée d'une auteure polonaise, francophone maintenant, où elle retrace son enfance dans la Pologne communiste. Et j'ai découvert ça, j'avais 8 ans, je crois. Et en fait, je n'avais aucune idée de ce que c'était le communisme, qu'est-ce que ça avait été l'URSS, etc. Qu'il y avait eu ça dans l'histoire il n'y a pas si longtemps. Et en fait, j'ai découvert tout ça avec cette BD-là. Et ça a été vraiment un déclic dans ma tête en me disant, attendez, il y a tout ça qui s'est passé juste à côté de chez moi et je n'en avais aucune idée. Et c'était tout à fait différent de ce que mes parents ont vécu. Et les deux mondes étaient vraiment imperméables. Et vraiment, ça a creusé beaucoup de questions en moi. Et bon, voilà, c'est resté sous-jacent pendant mon adolescence et tout ça. Puis, voici le What the Cut spécial Russie. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, mais Internet, en même temps, me voulait, apparemment, que je me renseigne sur les Romanov. Je voyais les Romanov partout sur Internet. Et du coup, j'ai commencé évidemment à me renseigner sur eux, sur Rasputin et tout ça. Et j'ai été complètement prise par cette histoire. Et au final, par l'histoire de la Russie, l'histoire des Slaves et tout ça. Et donc, en fait, cette histoire de communisme et tout ça s'est remis avec l'histoire des Slaves. Et en fait, l'histoire de la Russie au XXe siècle. Et ça a créé... Comme l'histoire de la Russie au XXe siècle, c'est aussi l'histoire de beaucoup de pays d'Europe de l'Est, ben voilà, tout se mélange un peu, et ce qui fait que maintenant je suis vraiment slavophile, surtout pour la Russie et la Pologne, mais c'est quand même généralement partie de là, en fait, tout Mhm. simplement de cette BD et de cette partie de l'histoire que j'ignorais, qui Oui. fait que maintenant je suis passionnée de l'Europe de l'Est. Bah, c'est vrai que c'est des parties de l'histoire dont on parle pas au lycée, au collège. Enfin, nous en France, en tout cas, on n'en parle quasiment pas. En Belgique, pas du tout. Ouais. Donc, une fois qu'on trouve quelque chose sur ce sujet-là, bah, on a envie de développer, de découvrir de nouvelles choses et toute l'histoire. Et puis oui, c'est ça, tout se recoupe derrière. Mm. Exactement. Je vais te lancer un défi avant de finir le podcast. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en russe? Évidemment. Alors, moi, je vais essayer de t'apprendre la phrase Всё будет хорошо, ce qui veut dire tout ira bien. Всё будет хорошо. 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 Il n'y a pas de R à la fin. Ok. Bon, Всё c'est très будет, bien. всё будет хорошо. Хорошо. Ouais, voilà, c'est ça. Pas Yes. mal, pas mal. Cool. Merci beaucoup. De rien. On parle aussi un peu de musique du coup sur AID. Est-ce que tu as des petits sons à nous conseiller que tu as pu découvrir là-bas? Oui, j'ai quelques petits sons à vous conseiller parce que j'avais beaucoup d'amis musiciens en Russie, en fait, qui m'ont fait eux-mêmes découvrir de la musique. Par exemple, la chanson Nie Lubvi de Bouyerak. Donc, ça, c'était une chanson qu'ils m'ont fait découvrir, mais eux-mêmes faisaient de la musique. Par exemple, un de mes camarades de classe, Garlevich, faisait beaucoup de rap, dont cette chanson que j'adore qui s'appelle Bitches Jumping on the Beat. Voilà, si vous aimez un peu le rap. Sinon, j'ai Joker de Rudoba, qui est plutôt de la cold wave / du rock. Et si vous êtes plutôt team polonais, j'ai pour vous de l'électro par Akselowski, et le titre s'appelle Voile, donc W-O-A-L. Ok, super.
On va noter tout ça et du coup, je rajouterai toutes ces recommandations en description. Et Parfait. du coup, pour terminer, est-ce que tu as une autre recommandation à nous faire ou ces 3 titres, on peut les inclure dedans? Et je ne sais pas si Sissi en avait parlé parce que voilà, Sissi c'est mon amie. Elle a un compte Instagram qui recense toutes ses découvertes musicales et qui s'appelle Fréquence de l'Est. Donc voilà, si elle n'en a pas parlé, c'est moi qui en parle. Elle en avait pas encore parlé parce que je sais pas si c'était encore sorti, Ah, je mais ne sais pas. je suis tombé là-dessus récemment. Donc oui, le compte Insta Fréquence de l'Est, pareil, je l'ajouterai en description. Et voilà, parfait. Et ben merci beaucoup Flavie Mais merci à toi. et à bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir. Merci à vous de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt! Yesterday was all in black, things, news, and my mind. Roses should put me back on track. I feel the swimming